Donc les applications chez Suez France, eh bien, elles ont été évoquées précédemment, mais rapidement, on les a, on l'a appliqué pour les interventions sur réseau de distribution, que ce soit lavage de réservoir ou travaux, remise en service des canalisations. Donc l'évolution d'une chaîne de traitement, comme le graphe qu'on a sur la droite, qui montre l'évolution des mesures d'ATP le long d'une chaîne de traitement avec filtration, ozonation, etc. Donc on le voit. Donc on peut faire moi j'appelle une cartographie des réseaux de distribution, c'est-à-dire de voir s'il y a des zones qui peuvent être, on va dire, mortes, des zones qui sont en permanence très bien désinfectées. Et puis dans les situations de crise, hein, on va dire des inondations, des pollutions à la fois de réseau ou d'un forage, par exemple, ça permet de gérer et de suivre tout ça. Et toutes ces applications montrent évidemment qu'on peut l'utiliser pour la mise en œuvre des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, les fameux PGSSE, puisqu'on peut gérer les interventions, on peut maîtriser la qualité d'eau à la fois en préventif, avec les cartographies de réseau par exemple, et puis en curatif, et puis aussi dans le sens de processus au quotidien, on peut faire tout ça. Et donc cette liste fera l'objet des présentations plus détaillées des confrères et consoeurs après. Donc c'est pour ça que ces présentations servaient d'introduction. Et donc juste maintenant, on va voir un retour d'expérience présenté par mon collègue Franck Deproy. Donc, ce premier retour d'expérience que je vous présente montre l'intérêt de la mesure ATP en outil complémentaire terrain, comme disait Pierre. Nous avons eu, dans cet exemple, il y a un an, c'était un mardi vers 16 h, un appel de l'ARS pour nous indiquer la restriction d'une ville de 10 000 habitants, qui était en signature, la restriction pour une non-conformité bactériaux. Donc rapidement, nous avons, avec les exploitants et la direction technique, fait un plan d'action. Nous avons contrôlé la chloration. Donc sur le graphe, vous voyez le graphe, donc la chloration était correcte et à un niveau élevé, donc il n'y avait pas de problématique au niveau de la désinfection. Nous avons envoyé des équipes sur le terrain pour faire une enquête chez le client et aussi des analyses chlore et ATP chez le client et sur le réseau. Ces les premières mesures, vous voyez la mesure où était le client, le poteau incendie où nous avons les premières relèves, et sur le poteau incendie, donc le chlore était correct à 0,67, donc un chlore élevé, et une mesure d'ATP à 1,2 log avec un référentiel sur le réseau de 2,5, donc l'eau distribuée était de bonne qualité. Chez le client, la mesure ATP que nous avons fait était correcte, inférieure à 2,5. Par contre, faible taux de chlore libre, inférieur à 0,05 microgrammes par litre, qui montrait une consommation importante de chlore. En fait, les équipes qui ont été sur place ont fait une enquête, ont fait les mesures, et avec ces valeurs-là, ils ont demandé la permission au client de suivre les canalisations, et ils ont trouvé un filtre, que vous voyez, un filtre sable que le client ne connaissait pas. Donc le client, ça faisait plusieurs années qu'il était là, il n'avait jamais changé son filtre. Donc le problème était vraiment un problème de réseau intérieur. On a fait des échanges en continu avec l'ARS et la collectivité sur l'enquête et sur les analyses. Et vers 17h30, l'ARS nous indiquait l'annulation de l'envoi de la restriction. Donc ça, c'était grâce à ces mesures chlore et ATP qui nous ont permis de montrer que la qualité de l'eau, était de bonne qualité et que le problème venait du réseau interne du client. Et donc, on voit que l'exploitant y trouve un grand bénéfice. Et par contre, il y a d'autres parties prenantes qui doivent être impliquées, alors les collectivités, hein, pour qu'elles aient confiance, mais aussi et surtout les autorités sanitaires. Donc c'est pour ça que Franck disait que dans le dernier retour d'expérience, ça n'avait pas été remis en service immédiatement parce que fallait que tout le monde soit bien d'accord sur l'absence de risque. Et on peut constater que les ARS ont des positions différentes les unes des autres. Certaines ont très confiance, l'acceptent, et puis d'autres veulent respecter uniquement les paramètres réglementaires, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et donc, il y a des appréciations différentes, et vous verrez que dans les retours d'expérience suivants, que certaines ARS sont partantes, et puis peut-être d'autres un peu moins. Donc, ça sera. Alors, il est possible que les évolutions réglementaires à venir
puisse aider à prendre en compte ces mesures d'ATP-métrie dans le cadre d'un futur arrêté de la Direction générale de la santé qui est en gestation, hein, qui n'est pas encore sorti et qui sortira on verra ce qui sera écrit dedans. Mais c'est un arrêté qui va encadrer la surveillance de la qualité des eaux par les PRPDE. Et alors, je vous rappelle que la surveillance est une obligation prévue dans le Code de la santé publique. Hein. C'est-à-dire qu'un exploitant, une PRPDE, doit maîtriser son système en faisant de la surveillance de la qualité de l'eau. Et cette surveillance, évidemment, doit être aussi en relation avec la PGCCE. Donc ça, c'est l'idée du prochain arrêté. Et il est, j'ai envie de dire prévu, en tout cas envisagé que dans cet arrêté, les mesures de terrain, comme la TP-métrie, mais pas seulement, mais les mesures de terrain qui donnent des résultats rapides puissent être pris en compte et, j'ai envie de dire, acceptés par les autorités sanitaires, puisque cet arrêté de surveillance, ça veut dire on encadre les analyses pour que les autorités sanitaires aient confiance dans les résultats et puissent prendre des décisions. Il s'agit pas, c'est pas quelque chose qu'on écrit sur un bout de papier sur un bureau et que le responsable d'usine vérifie de temps en temps. Non, c'est des documents, des résultats qui doivent être officiels. Et donc ces mesures pourraient être prises en compte dans la surveillance et par les autorités sanitaires, mais à la condition que ces analyses soient dans le cadre d'un système de gestion de la qualité, c'est-à-dire par exemple être ISO 9001, par exemple. Et ce qu'on peut comprendre, puisque c'est des mesures qui sont faites rapidement et il faut être certain que les gens soient formés, qu'il y ait une traçabilité, et donc il faut que ça soit bien encadré. Donc c'est possible que ces méthodes qui sont actuellement principalement pour le bénéfice des exploitants puissent devenir acceptées et donc partagées par l'ensemble des parties prenantes travaillant sur les systèmes d'eau. Et donc maintenant, je vais laisser les autres confrères et consoeurs présenter les retours d'expérience qui vont s'appuyer qui vont raconter un peu en détail ce que j'ai présenté en introduction à l'instant. Bon, quelques éléments de contexte par rapport aux exploitations de Veolia en France et sur le monde. Bon, je pense que je vais pas repartir sur les chiffres. C'est vrai que la TP-métrie, nous, d'un point de vue général, on a commencé en fait à le déployer parce que justement il y avait ce besoin sur le terrain, comme l'a dit notre confrère, au niveau de l'exploitation en fait, de pouvoir réagir rapidement face à une pollution potentielle microbiologique. Et puis, en effet, suite à la future directive cadre qui va bientôt sortir et qui va être bientôt transposée en droit français, notamment vis-à-vis des exigences donc des PGSSE, c'est vrai que d'avoir une analyse rapide de l'état microbiologique de l'eau, ça a tout son sens quand on veut faire une étude de risque et une étude de vulnérabilité de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Donc oui, en effet, il y a beaucoup d'outils qui existent. Chez Veolia, on a notamment testé la cytométrie de flux, la mesure de l'activité enzymatique spécifique. Mais en effet, la principale difficulté, c'était de savoir interpréter les résultats et de choisir le bon outil qui soit adapté à la situation et aux besoins du client et de l'exploitant. On s'est aperçu par ces tests qu'en effet, l'outil idéal n'existe pas, que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et que donc chaque méthode doit être adaptée au contexte dans lequel on l'utilise. Alors aussi, en effet, à noter qu'une ligne de base doit, quelle que soit la méthode, être réalisée. En effet, on s'aperçoit qu'avec l'ATP, quand on l'utilise, au niveau notamment des échelles de mesure, nous, en testant, on s'aperçoit que d'une qualité d'eau à l'autre, en fonction de la matrice de l'eau, en fait, les échelles peuvent varier légèrement parce que la matrice de l'eau est de telle ou telle caractéristique, je dirais, en fonction des territoires et puis de sa ressource notamment, du contexte aussi du réseau et de l'usine de production. Alors, donc l'ATP répond à de nombreuses exigences. En effet, le temps de détection qui permet en quelques minutes d'avoir un retour de l'état à l'instant T de la qualité de l'eau au niveau microbiologique. En effet, la sensibilité, le coût, nos confrères l'ont dit, les premiers réactifs étaient un petit peu compliqués à stocker puisqu'il fallait les mettre dans un congélateur et donc les sortir un petit peu en amont de la mesure. Aujourd'hui, c'est plus le cas et donc on part sur le terrain avec sa mallette et on peut faire des analyses assez rapides et sensibles pour le coup.
Au niveau du coût, en effet, on est quasiment à 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'une analyse standard au laboratoire. Donc ça a son intérêt aussi. Et enfin, plusieurs kits ont été testés. En effet, il y a GL Biocontrol et puis il y a d'autres fournisseurs avec qui on a pu travailler, avec qui on a testé justement leurs appareils. Donc j'ai parlé des réactifs. En effet, GL Biocontrol présente cet avantage-là, avec aussi une limite de quantification plus basse, une application qui permet d'interpréter les résultats tout de suite sur site et même de pouvoir éditer des rapports qu'on peut envoyer tout de suite sur le terrain. Et puis un contrôle interne qui est inclus aussi pour valider le résultat. Et ça, c'est très pratique. Donc là, c'était un peu le contexte. Je vais vous parler aussi un petit peu des cas un peu plus concrets de comment on les a utilisés, pourquoi on a utilisé la TP-métrie, pardon. Donc on l'a utilisé dans le cadre de la gestion de crise et de levée de non-conformité. On gère quelques exploitations sur le périmètre des Alpes et c'est un secteur qui est très sujet à des pollutions microbiennes de par la nature en fait des ouvrages. Donc on a eu une suspicion de gastroentérite dans un centre de loisirs en mars 2022. On a été contacté par l'ARS qui nous a demandé en fait d'intervenir et de voir justement d'où pouvait venir le problème. Et donc on a réalisé des tests ATP sur toute la chaîne, donc depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Et ces tests ont donc permis de cibler que le problème venait du réseau privé, et ça en l'espace de 1 heure, alors que si on avait fait des analyses microbiologiques standards au laboratoire, il aurait fallu attendre 48 heures, voire 72 heures pour avoir les résultats. Donc ça, c'était par rapport à la suspicion de gastroentérite. Et puis on se sert de la TP-métrie aussi pour lever des non-conformités, ou du moins pour se qualifier la non-conformité plutôt, en se disant si on a une non-conformité bactériaux, alors c'est plutôt sur des niveaux de coliformes, qui est une référence dans le code de la santé publique, mais des niveaux qui sont plutôt faibles. Ça permet en fait tout de suite de voir si le problème vient pas du point de prélèvement, ou voire même de l'échantillon qui a été fait. En tout cas, ça évite encore une fois de faire un nouveau prélèvement dont le résultat va arriver au bout de 48 heures à 72 heures pour lever la non-conformité. Donc, comme l'a dit aussi nos confrères de Suez, quand on a des restrictions aussi de distribution avec l'ARS, la TP-métrie peut être un outil qui permet de soit lever la restriction assez rapidement, soit voire même de ne pas la mettre en place. Donc sur la Savoie, et mes collègues aussi l'ont très bien dit, certaines ARS sur notre périmètre ne connaissent pas forcément la TP-métrie. Nous, on essaie de les accompagner avec GL Biocontrol et puis d'autres partenaires pour leur en parler. Et c'est vrai que là, sur le secteur de la Savoie, l'ARS 73 connaissait la technique, donc quand on leur a parlé des résultats sur cette non-conformité ou sur la suspicion de gastroentérite, ça a permis déjà ils avaient confiance en cette technique, donc on leur expliquait quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Donc, on a ensuite testé la TP-métrie pour surveiller la qualité de l'eau de manière globale, notamment pendant la période Covid. En fait, pendant la période Covid, ça a été très compliqué de pouvoir aller faire des prélèvements d'autocontrôle, et puis pour les ARS de pouvoir aller faire des contrôles officiels, puisqu'il fallait aller chez les gens, et donc en période de Covid un peu compliqué. Donc en concertation avec eux, on avait décidé de faire des mesures d'ATP en fait complémentaires sur différents points du réseau. Alors malheureusement, les points du réseau accessibles sont les poteaux incendies, qui sont pas forcément des points de prélèvement idéal, mais on avait conçu en fait un système qui a permis de faire des prélèvements en pouvant justement flamber le point de prélèvement et s'affranchir, je dirais, du contexte un peu microbiologique du poteau incendie. Et ce suivi en fait a permis de voir déjà de valider que notre eau était de bonne qualité microbiologique en période de Covid, c'est-à-dire sans pouvoir aller faire des contrôles chez les consommateurs. Et puis on en a profité, puisqu'on a fait toute une batterie d'analyses, on en a profité pour voir avec la modélisation comment l'ATP se comportait. On a pu remarquer que les mesures d'ATP correspondaient bien en fait à la modélisation qu'il y avait sur le réseau. Donc forcément l'ATP était plus forte dans des points de réseau qui sont plus éloignés qu'en sortie de production. Voilà, et puis ça a donc permis de rassurer aussi bien les ARS que la collectivité pendant la période de Covid. Alors, nous, au niveau de Bastia, qui est une petite régie des eaux, on est des anciens de la Générale des eaux, puisqu'à l'époque, ça s'appelait la Compagnie Générale des eaux. C'est une régie qui a été fondée dans la précipitation, avec des politiques, vous êtes tous bien placés pour savoir ce qu'il en est généralement. Donc, c'est une régie qui a été
la délibération est intervenue en octobre 2015 pour une mise en place le 1er janvier 2016. Donc, ça a été très compliqué. Ça a été de très bonnes fêtes de fin d'année 2015 pour mettre en place cette régie et qui aujourd'hui fonctionne. Et parmi les points que l'on cherchait à améliorer et les points que l'on cherchait à mettre en place, c'était bien sûr une méthode de terrain pour nos gars qui sont confrontés à différents problèmes que l'on va voir sur les différents slides. Alors, l'ATPmétrie est devenue donc aujourd'hui un outil de travail quotidien de référence au niveau des points de production, donc sur les usines, sur les forages, sur l'écloration au niveau des sources de montagne, au niveau du réseau, au niveau des réservoirs et au niveau des abonnés. Il intervient dorénavant dans tous nos diagnostics en amont des analyses bactériologiques du laboratoire départemental agréé, lorsqu'elles sont nécessaires et non plus en complément. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer en début d'année l'ingénieur sanitaire de l'ARS 2B, qui est M. Grandjean, et qui, lui, connaissait déjà la TPmétrie et qui a de suite été ouvert à cette technique, bien sûr, parce que le temps de réponse étant extrêmement court, c'était intéressant. Puis pour nous, exploitants, c'était très intéressant, parce que comme on est une petite régie pour 27 000 abonnés, on n'a pas de laboratoire, ou un laboratoire qui bricole, mais qui ne fait pas d'analyse type D1, D2, et toutes nos analyses étaient sous-traitées à un laboratoire départemental agréé. Bon, et le coût, vous imaginez rapidement pour nous ce que ça représentait, et ce qu'aujourd'hui, avec la TPmétrie, ce que ça représente. Donc, le premier exemple que je voulais vous présenter, c'était au niveau de l'usine de traitement des eaux. Au quotidien, aujourd'hui, on arrive à avoir des mesures, un bon suivi, parce qu'on a une usine qui est au pied d'une vallée, un bassin versant qui est assez encaissé, où les orages sont assez violents. Ceux qui travaillent en montagne connaissent bien ce genre de phénomène. Et donc, avec des hausses de turbidité, une hausse de charge bactérienne à chaque fois que la météo change. Donc, il est important pour l'agent qui travaille sur l'usine, qui est de permanence, ou l'équipe qui est au quotidien, de savoir à quoi ressemble l'eau. Alors, c'est facile de voir la turbidité, mais la charge bactérienne à l'entrée de l'usine, c'est jamais très, très évident. Donc, depuis qu'on a mis en place la TPmétrie, on peut voir aujourd'hui à quoi ressemble l'eau, quelle est la charge bactérienne de l'eau à l'entrée de l'usine, et puis tout au fil du traitement, après le décanteur, après les filtres, après la tour de contact, on arrive à avoir une valeur en sortie d'usine qui, bien sûr, nous permet de dire que l'eau est conforme et on retrouve cette qualité tout au long du réseau quand il n'y a pas de souci. Ensuite, là, c'est un exemple qui a été pris au niveau d'une amenée gravitaire. Au niveau de certaines grosses périodes d'orage, on a le débit de l'eau qui augmente assez rapidement. Alors, ça filtre un peu comme partout ailleurs, mais on a souvent une qualité d'eau qui change. Lorsqu'on travaillait un peu avec les agents les plus anciens, alors, eux, ils ne cherchaient pas trop à comprendre, vous montez, vous augmentez le chlore, on avait des doses de chlore qui étaient assez épouvantables. Et aujourd'hui, avec la TPmétrie, on a réussi à adapter vraiment le traitement sans exagération, ce que je mets dans le slide, pour contrer donc cette charge bactérienne en temps réel. Et bon, c'est important parce que nous ici, au niveau du relief corse, on a beaucoup d'amenées gravitaires à traiter. Et souvent, lorsqu'il y a des orages, le débit augmente de tous les côtés et on ne peut pas passer courir à droite, à gauche. J'augmente le 3 grammes par ici, 10 grammes par là. Donc, au niveau du terrain, il y a vraiment une analyse fine qui est faite et une adaptation du traitement. C'est en cela que la TPmétrie aussi nous rend de grands services. Ensuite, sur les travaux neufs et sur les canalisations, ça c'est quelque chose que l'on a imposé aujourd'hui à tous nos sous-traitants. Donc la mise en service n'est validée qu'après un contrôle du taux de chlore, de la turbidité et une mesure par ATPmétrie. Donc là, systématiquement, dès qu'il y a des nouveaux chantiers ou lorsqu'il y a une casse sur une canalisation et tout, après le rinçage, il y a toujours un test, une mesure d'ATPmétrie avant la remise en eau. Parce que souvent, on n'a malheureusement pas la chance d'avoir un réseau très, très important. C'est une canalisation qui alimente un village, un hameau, un lotissement. Et quand cette canalisation elle est coupée ou qu'il y a des travaux qu'il faut la réparer, et on a obligation de s'assurer de la potabilité de l'eau avant de remettre en service. Donc, on ne peut pas attendre, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'était Adeline qui disait ça, on ne peut pas attendre 24 ou 48 heures, voire plus, pour qu'une analyse D1 nous donne la qualité bactériologique de l'eau avec la TPmétrie, et ça a été validé donc par l'ARS, comme je disais précédemment, on peut remettre en eau très rapidement dès la fin des travaux. Ah, ça, c'est un exemple qui est assez marquant au niveau de l'autocontrôle.
C'était M. Piron qui en parlait tout à l'heure, les enjeux d'autocontrôle conformément au Code de la santé publique, en effet. Donc, il nous permet de vérifier, nous, tous les jours, manuellement ou automatiquement, la qualité de l'eau distribuée à la sortie de différents points de production et au niveau des derniers abonnés. Donc, nous avons, comme sur la plupart des réseaux aujourd'hui, des analyseurs de chlore en continu qui sont reliés à des centrales de supervision et qui nous renvoient à différentes alarmes. Ça, c'est un exemple qui s'est passé le 16 mars dernier. On a l'agent d'astreinte qui a reçu une alarme sur un secteur en disant taux de chlore bas. Donc, il intervient, il va voir ce qui se passe, pourquoi le taux de chlore est bas. Il marque, là où c'est entouré d'un petit cercle rouge, il marque, lui, une information qui est la suivante. Le 16-3, il a pratiqué donc une analyse d'ATP et il a demandé donc au laboratoire départemental agréé de faire une analyse, une D1. Alors pourquoi sur cette zone-là, pour l'instant, ça fonctionnait comme ça? Parce que c'était une zone sur laquelle il y a une maison de retraite. Et comme il y a des zones sensibles, là où il y a des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux, systématiquement, jusqu'à présent, lorsqu'il y avait un souci, on faisait une analyse D1 pour s'assurer, pour comprendre un peu ce qui se passait et pour voir si la qualité de l'eau était bonne ou pas. Là, bien que le taux de chlore soit bas, comme on était sur une apnée gravitaire où il n'y a pas vraiment de charge bactérienne importante, donc l'ATP-métrie nous indiquait que l'eau était bonne et l'analyse réalisée par le laboratoire départemental agréé démontre là aussi que ce même jour, l'eau distribuée à cet endroit aussi était bonne. Donc aujourd'hui, donc depuis notre rencontre avec l'ingénieur sanitaire de l'ARS de B, donc on est passé donc à la phase 2. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la peine sur une zone comme celle-ci de faire une analyse D1. L'ATP suffit. Là, pour nous, c'est un grand progrès et surtout économique. Ensuite, durant la campagne de lavage des réservoirs, là aussi, donc après le nettoyage, un premier rinçage, la désinfection et le rinçage final, une mesure de la flore totale est réalisée et c'est elle qui va valider la distribution de l'eau dans la zone concernée. Là aussi, c'est très rapide parce que souvent, on n'a pas de plan B pour alimenter une zone, c'est le réservoir. Une fois qu'il est lavé, on remet en eau pour que les gens puissent avoir de l'eau en rentrant chez eux. Ça, c'était un peu notre point noir pendant quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés aujourd'hui qui nous, par téléphone, quand ils font des réclamations, nous disent « Oui, mais le décret 2001-1220 prévoit que la conformité de la qualité de l'eau doit être assurée jusqu'au niveau des robinets. » Les robinets, ok, d'accord, mais aujourd'hui, la vétusté des canalisations dans certains établissements scolaires, même hospitaliers, génère beaucoup de réclamations suite au décrochage du biofilm lors de travaux après compteur, par exemple. Et dans les écoles, souvent, après une période de fermeture suite aux vacances scolaires, les femmes, enfin, les aides maternelles, pardon, ou le personnel d'entretien ouvrent l'eau, par exemple de l'eau qui est souvent colorée, ils font des réclamations. Et il en est de même donc dans l'habitat ancien, bon, ce qui au niveau de Bastia et des communes environnantes est quelque chose de généralisé. Lorsqu'il y a des canalisations en cuivre ou en galvanisé qui sont non enterrées, donc exposées au soleil, on a souvent des réclamations parce que l'eau est chaude, parce que l'eau est bizarre, parce que l'eau est colorée. Ce que l'on a pris l'habitude de faire, c'est que maintenant, on fait un prélèvement avant compteur. Alors, lorsque c'est possible, très proche du compteur ou au niveau du compteur ou un poteau d'incendie avant compteur. On fait un prélèvement, la photo que vous avez ici, c'est dans un établissement scolaire. On compare les résultats obtenus. Là, ce jour-là, donc au niveau de l'ATP-métrie, c'était de l'eau de bonne qualité. Et puis au niveau de l'établissement scolaire, eh bien, l'eau était sous surveillance. Il y avait surtout un problème de turbidité avec du décrochage de biofilm sur les canalisations galvanisées. Donc, suite à cette analyse, donc, on a fait un rapport directement à la mairie de Bastia qui a lancé une étude pour remplacer ces canalisations anciennes. Donc là aussi, l'ATP-métrie nous a rendu un fier service et puis c'est c'est une mesure qui est crédible. Donc ça, c'est important aussi pour nous. Sur ce point-là, c'est quelque chose d'encore plus compliqué. C'est un site Céveso qui est au sud de Bastia et qui est alimenté par une antenne en 200. Lorsqu'il y a beaucoup d'opérations de sécurité et de contrôle interne, il y a beaucoup de quantités d'eau qui sont utilisées au poteau d'incendie, lors de la mise en pression des cuves, etc. Et ce n'est pas le cas lors de périodes normales. Et lorsque, naturellement, il n'y a pas beaucoup de tirage, comme c'est en bout d'antenne sur une canalisation en 200 sur 200 mètres de longueur, ben forcément, c'est de l'eau qui stagne dans les canalisations. Et ils ont fait faire donc une analyse par un laboratoire, autre que le laboratoire départemental agréé. Donc, ils se sont rendus compte que l'eau délivrée, malheureusement, elle n'était pas potable. On est allé sur place, on a vérifié ce qui se passait. Quand on a fait notre prélèvement, nous aussi, on s'est bien rendu compte que l'eau, malheureusement, n'était pas potable. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Donc, on a installé
à ce moment-là, en bout d'antenne, près de cette centrale, une purge d'antenne nano. Et on l'a programmé sur une vidange nocturne d'abord assez importante, puis ensuite on l'a réglé par rapport à la qualité de l'eau que l'on avait dans l'atelier et dans les bureaux de cette centrale. Et puis on s'est rendu compte à la longue que grâce à cette purge d'antenne, bien l'eau était redevenue potable. Et donc maintenant, pour l'anecdote, quand ils nous invitent à boire un café, ben on peut le boire tranquillement avec eux. On n'a plus de gros risques au niveau de l'eau. Voilà, au niveau de Bastia, ce qui se passe au niveau de l'ATP, et on continuera de travailler là aussi par rapport au PG et CSE notamment. Donc bonjour, Nicolas Fontaine, de Marseille Métropole. Donc je vais vous présenter une petite partie du suivi d'ATP métrie sur le périmètre. Donc l'autocontrôle qui a commencé en 2020, donc accord du maître d'ouvrage et de l'ARS pour effectuer une partie de l'autocontrôle par ATP métrie. Donc là, par exemple, sur le graphique, on vous montre ce qui a été mis en place au niveau de la distribution. En année 2020, c'était 24 analyses classiques type D1 en labo. Et en 2021, donc introduction de 4 analyses d'ATP métrie. Et on conserve 20 analyses labo. 2022, 6 analyses ATP et 18 analyses classiques. Donc l'idée, c'est de petit à petit augmenter le volume d'analyses ATP métrie sans jamais arrêter les analyses classiques pour avoir un suivi en fait de 2 façons différentes, être le plus pertinent possible, et puis surtout donc voilà, pas se lâcher des deux mains en même temps. L'objectif de dresser une carto des réseaux, donc au niveau qualité bactériologique, roder les équipes, essayer un petit peu de voir ce que nous proposent nos réseaux, et puis à terme l'idée c'est d'en faire une analyse peut-être même opposable en cas de mauvais résultats. À juin 2022, on est à 80 à peu près personnes formées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à former des gens qui sont pas du tout ni microbiologistes, ni physico-chimistes, ni habitués à travailler dans des labos pour réaliser les analyses sur site. Ce qui permet, vous comprenez, hein, d'être extrêmement réactif. La mesure est disponible de suite, ça c'est une révolution. Et donc ça se passe aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, sur différents périmètres. Forcément, donc, nous avons rencontré des problèmes et je pense qu'on en aura encore quelques-uns. Les problèmes que nous remontent principalement les utilisateurs, écoutez, c'est assez facile quand on n'a que 6 analyses par an. Effectivement, ils nous disent je risque de pas faire de mesures pendant plusieurs mois et je ne saurais pas refaire. Voilà, on en est à 1 an et demi et écoutez, ça se passe quand même bien. Quand les analyses reviennent et que l'intervenant n'a pas fait de mesures pendant plusieurs mois, les résultats sont cohérents, les résultats sont fiables. Donc c'est quelque chose c'est un doute qui est en train d'être levé au niveau fréquence. Plus il y en aura, mieux ce sera, mais pour l'instant, pas de souci. Au niveau technologique, ça a été présenté par différents intervenants, la température joue encore sur certains réactifs. Donc là, ce sont des bonnes pratiques à appliquer, de pratiquer de préférence dans une chambre de vanne fermée à l'abri du vent, pour pas être soumis au froid. Et éventuellement de rappeler régulièrement aux utilisateurs de stocker les réactifs au frais pour éviter que la date de péremption arrive plus tôt que prévu. Ce sont effectivement uniquement des rappels et des conseils à distiller au fur et à mesure des retours utilisateurs. Et la dernière partie, la moindre en fait, la moins gênante, des problèmes de type périphérique, donc des terminaux Android qui sont pas adaptés ou qui répondent mal, ou des problèmes de réseau GSM 4G qui empêchent de saisir ou de transmettre les résultats. Tout ça, c'est bénin et pour l'instant, à ce jour, au bout d'1 an et demi, aucun problème bloquant et donc on continue à développer la méthode. Voilà, merci pour votre attention. Donc bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter l'usage de l'ATP sur la métropole de Grenoble, donc qui comporte 49 communes et qui a la particularité d'avoir le fait de desservir 80% de nos usagers avec une eau qui est distribuée sans traitement, dans le sens où l'eau franchit plusieurs couches géologiques qui font une filtration naturelle et qui permettent de la distribuer par la suite sans avoir à appliquer un traitement UV ou chlore. Donc c'est un aspect intéressant, mais qui fait ressortir, on va dire, une autre manière de gérer la question de l'ATP-métrie sur nos réseaux, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors j'ai un peu pris le contre-pied de mes collègues dans le sens où, pour ma part, je vais vous présenter 2 gestions qui aujourd'hui sont un peu inscrites dans le quotidien de nos équipes, pour montrer comment est-ce que l'ATP-métrie peut aussi être vue et employée dans le quotidien du travail d'un exploitant d'eau potable.
Le premier cas, aujourd'hui, on utilise l'ATP-métrie de manière quotidienne lorsqu'il s'agit de remettre en eau une canalisation après un chantier, que ce soit un chantier mineur ou un chantier plus important. Quand j'entends mineur, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dériver le courant d'eau grâce à un maillage et du coup bien isoler uniquement sur une rue le besoin de travaux et éviter de faire une coupure d'eau généralisée qui peut durer plusieurs heures. Et du coup, un chantier majeur, c'est on va faire une coupure d'eau et on va travailler de nuit. Donc, on va couper l'eau à partir de 22 heures et on va la réactiver à 6 heures du matin avant l'ouverture des commerces ou la levée des usagers. Justement, là, il y a un besoin d'urgence, on va dire, notamment sur le cas de la remise en eau après les travaux. Là où l'ATP est intéressante, c'est que on va faire, comme a dit Clément, une recherche d'apport bactériologique total sur l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire une mesure avant les travaux et une mesure après les travaux. Et si on constate un écart de 20% entre les deux résultats, on peut considérer que quelque part dans les travaux, il y a eu un apport bactériologique. Alors, est-ce qu'il y a eu une casse? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise désinfection? Est-ce qu'il y a eu un souci lors de la remise en eau? On ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en l'état, l'eau, elle n'est pas redistribuable, donc on va reporter la mise en eau après les travaux. Donc c'est un aspect très intéressant parce qu'on gagne effectivement du temps sur la question de se dire est-ce qu'on peut remettre en eau ou pas. On n'est plus soumis à une urgence de se dire justement on va attendre les retours d'analyse, on va voir ce qui se passe. Ou inversement, lorsqu'on coupe l'eau la nuit, si on n'avait pas l'ATP par exemple, on serait obligé de remettre l'eau le lendemain matin en faisant par exemple une surchloration pour se dire si jamais il y a le moins de soucis avec les analyses d'eau, pendant 24 heures, on se protège avec un surtraitement pour essayer d'atténuer les éventuelles non-conformités détectées. Donc voilà, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Quand l'ATP est conforme, on n'a jamais eu de résultat non conforme sur les analyses. Et au contraire, lorsque l'ATP affichait un résultat plutôt mitigé, on avait effectivement un retour d'analyse qui préconisait de soit reprendre les travaux, soit de poursuivre les investigations et de régler un problème. Donc ce système-là fonctionne très bien et aujourd'hui, on l'utilise dans notre quotidien. L'intérêt aussi économique, c'est que sur les petits travaux, du coup, on ne passe plus par une analyse d'eau potable. L'ATP suffit à autoriser la remise en eau. Donc, comment est-ce qu'on constate que ça fonctionne bien? C'est que malgré tout, parfois, on a des appels d'usagers qui ont une turbidité élevée avec une eau trouble chez eux. Donc, dans ce cas-là, on passe faire une analyse complémentaire chez eux et l'analyse est conforme à chaque fois sur la bactériologie. Donc, ça veut dire que de base, le résultat de l'ATP était bon. Et sur les travaux majeurs, l'ATP autorise la remise en eau, mais on fait quand même des analyses de contrôle sur le réseau en différents points pour quand même assurer le coût et garantir que le travail a été bien fait. Mais globalement, voilà, l'ATP, pour ce genre de situation, elle fonctionne très bien. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on est vraiment dépendant des analyses. Et l'ATP-métrie, l'intérêt, c'est qu'elle nous permettrait de pondérer la temporalité qu'on met dans nos actions et de nous permettre d'avoir une aide à la décision qui est plus fine. Pour exemple, sur les réseaux non traités, c'est parfois une décision assez majeure de savoir si l'on va mettre ou non un traitement. Parce que ça oblige à faire une communication massive auprès des communes pour les alerter qu'on met en place un traitement alors que d'habitude il n'y en a pas. Ça inquiète les usagers aussi, qui parfois rebondissent assez rapidement, non pas vers nos standards, mais vers les réseaux sociaux. Donc ça peut parfois engager un climat un peu anxiogène. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et on a eu le cas, il y a par exemple 2 mois, d'une non-conformité qui a été repérée sur plusieurs réseaux d'une chaîne de réservoirs d'eau non traitée. Si on n'avait pas la TP-métrie, on aurait été obligé de faire une chloration massive qui aurait impacté 4 communes. Et ça, c'est des milliers d'usagers qui, du coup, pourraient être inquiétés et ça implique une communication massive. L'ATP nous a permis de montrer que les résultats étaient conformes niveau ATP. Donc, on s'est autorisé à attendre les résultats des recontrôles avant de lancer une chloration majeure. Et on l'a bien fait puisque les résultats sont revenus conformes et ont permis d'estimer que il y a sûrement eu un défaut dans la manière dont le préleveur du laboratoire a réalisé ses prélèvements. On a engagé un suivi sur un long terme, donc sur une bonne semaine avec des analyses tous les jours, et on a montré que effectivement, il n'y avait pas lieu de mettre en place une chloration généralisée sur un réseau majeur. Donc, on en économise en ressources, en communication, en gestion de crise. Ça permet vraiment de faire une décision qui vaut le coup. Notre objectif dans le long terme, c'est de réussir à s'accorder avec l'ARS sur comment est-ce qu'on pourrait impliquer l'ATP officiellement dans notre aide à la décision.
dans le sens où l'exemple que j'ai cité avant, l'exploitant prend sa responsabilité finalement de retarder la chloration et de voir un peu ce qui se passe. C'est pas forcément très confortable comme situation, on se l'accorde. Donc l'idée demain, c'est qu'on puisse réfléchir d'une manière intelligente sur comment la TPmétrie pourrait venir nous aider à pondérer nos actions, en conservant, mine de rien, comme clôture d'une non-conformité, une analyse laboratoire. C'est là-dessus qu'on réfléchit actuellement. On travaille beaucoup sur une collecte de données qui permet sur les réseaux non traités d'avoir ces valeurs standards qui permettent d'affirmer, sur les non-conformités majeures en tout cas, c'est-à-dire des cas où on se retrouve avec 30 coliformes alors que d'habitude il y a 0, on sait que l'ATP normalement elle est censée être rouge. Si l'ATP elle arrive à un seuil qui a à peu près observé les fois précédentes, on peut justifier le fait de dire mais on ne voit pas comment est-ce que l'analyse qui a été obtenue, elle est plausible, ou du moins elle s'est maintenue dans le temps. Il y a peut-être eu un fait ponctuel qui peut l'expliquer, mais c'est pas l'état actuel du réseau. Et ça permet vraiment de pondérer les actions. Et quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit qu'hier j'étais en gestion de crise. Hier on a eu le cas sur un réseau traité par UV à 8 h du matin, 2 analyses sur le réseau à 600 coliformes, donc du jamais vu chez nous, on est tombé un peu des nues. Normalement, c'est des résultats qui engageraient directement une restriction d'eau sur toute la commune et une mise en alerte. Et dans la demi-heure, le secteur est sur place. Ils ont fait une ATP avant de lancer une chloration choc. L'ATP, elle était, les 4 et 5 ATP qui ont été faites, elles étaient vertes. Donc, on s'est permis de mettre en place des recontrôles laboratoires, de lancer la chloration, de faire les mesures pour montrer que le chlore était bien arrivé sur le réseau et de dire, on ne va pas faire de restriction d'eau, on va se permettre d'attendre les résultats laboratoires, mais de faire un suivi terrain ponctuel qui montre que les 2 analyses qui ont été faites, il y a eu un souci quelque part. Donc, va y avoir une consultation du laboratoire pour essayer de comprendre si c'est une erreur humaine ou est-ce que le nouvel agent, il n'a pas regardé ce qu'il a fait, il allait prélever directement sur un robinet extérieur, c'est déjà arrivé, ou sur est-ce que c'est pas un endroit où il y a une source privée éventuellement et on n'a pas fait le lien avec le point. Voilà, il doit y avoir une autre explication, mais on s'évite une gestion de crise et une restriction d'eau. Et ça, c'est quand même des coûts qui peuvent rentabiliser assez rapidement l'achat des appareils et des réactifs. Finalement, c'est ça, c'est une technologie qui est intéressante pour les exploitants parce que à la première gestion de crise évitée, la technologie a pris tout son sens.